Voilà. Et c'est un peu la question qui fâche, en tout cas la question provoque, mais on a lu notamment sur un de tes articles que la question est-ce que le live streaming c'est une catégorie de live dite dégradée? Est-ce que c'est un live au rabais? Qu'est-ce que tu réponds en fait à cette question? Bah, pour l'instant, oui, c'est du live dégradé si on part du principe qu'on veut reconstituer la même expérience en ligne. C'est pas possible. Il y aura des choses similaires. Il y a même des plateformes qui permettent d'avoir des trucs où on choisit son angle caméra. Genre Yourplan, par exemple, c'est génial. Hein, alors là, on est carrément en train de réaliser son émission. Mais encore une fois, c'est pas du tout comparable. Mais la question, c'est effectivement, quelle est l'expérience? On est obligé, et dans l'article que j'ai écrit, qui était une tribune publiée chez Yerma, la question, c'est quelle est l'expérience qu'on veut proposer? Si on veut juste répliquer quelque chose du monde physique en ligne, je veux dire, ça sera forcément moins bien. Par contre, si on se pose la question de savoir, ok, c'est un format différent, c'est un format complémentaire, j'ai pas le choix en attendant que les salles rouvrent, soit je fais pas de concert, ou je ne vais pas à un concert si je suis en public, soit je décide d'y aller parce que ça monte trop, mais qu'est-ce que ne propose pas le physique que je peux proposer en ligne, par exemple? Et est-ce que c'est une plus grande proximité avec tous les membres du public et pas juste ceux qui sont devant? Est-ce que c'est la question de voir super proche? Est-ce que c'est le chat? Est-ce que c'est... Voilà. Il y a plein de choses comme ça qui font que on n'est pas obligé de déprimer. Parce que évidemment, inévitablement, on va déprimer à partir du moment où on cherche à reconstituer quelque chose qu'on ne peut pas reconstituer à l'identique. Sauf si on se dit, ok, j'ai cette contrainte, qu'est-ce que je peux développer de complémentaire? Là, c'est intéressant. Et dans l'article, j'explique que même sur du disque, on n'a jamais vu un format physique disparaître du jour au lendemain. Et que quand bien même, là, avec la crise sanitaire et le Covid, il y a eu un format physique qui a disparu du jour au lendemain, même si il revient et il reviendra, tant mieux, se posent beaucoup de questions. Même si les salles rouvrent dans quelques temps, est-ce qu'elles vont toutes rouvrir? Est-ce que les conditions de cette expérience live, on pourra les retrouver comme avant tout de suite? Peut-être pas. Voilà, il y avait je crois que c'était une association ou une discothèque néerlandaise qui s'était amusée à faire une espèce de concert simulé en respectant les gestes barrières, etc. Chacun dans son carré, tout est fait en cashless et sans contact. Voilà, c'est autre chose. Est-ce que finalement, je me demande si, par exemple, avant on payait des tables VIP pour avoir la bouteille de champagne et être un peu genre dans un endroit collectif avec un lieu à part. Est-ce que finalement, il y a la laiterie aussi à Strasbourg qui avait fait un concert comme ça avec, en respectant tout, que 50 personnes, etc. Donc les gens qui attendaient la même expérience qu'avant étaient super traumatisés parce que c'était horrible. Et en même temps, potentiellement, on peut valoriser ça dans le sens où c'était quelque chose de totalement historique. Et il y a peut-être des gens qui vont dire je veux bien payer 150 € une place debout, mais pour ne pas porter de masque ou pour être dans un espace où il n'y a personne d'autre. C'est une forme de privatisation. Donc, je ne dis pas que c'est bien. Je dis juste que, évidemment, les concerts physiques, ça nous manque, évidemment, ça c'est sûr. Maintenant, comment est-ce que, si on décide de refaire des concerts, en tout cas de garder une forme de lien entre artistes et public, comment est-ce qu'on repense cette expérience? Voilà, qu'est-ce qui est un atout, qu'est-ce qui est un avantage, quelle valeur ça a, parce que ça oblige à repenser la question de la valeur, la question des volumes aussi, parce que même si certains concerts, par exemple, sont illimités en live stream et qu'on peut faire venir 1000 personnes pour des artistes où il y avait genre d'habitude 200 personnes parce que c'est en ligne et donc il n'y a pas de problème de géographie. C'est pas la même expérience, encore une fois.
Et après, je parle même pas, depuis le début, mais je parle même pas de tout ce qui est concert en réalité virtuelle, qui sont Oui, encore une autre expérience technologiquement très avancée et qui, voilà, généralement se fait sur des artistes très installés. Donc, il y a une hiérarchie aussi qui se fait en fonction des expériences qui sont accessibles aux gens. Mais ce qui est accessible à tous les artistes, c'est de se dire bah, quelle est la nature de la relation avec mon public, qu'est-ce qui fait que mon public veut venir me voir. Voilà. Et c'est plein de choses à la fois. Mais si jamais, je ne sais pas moi, la moitié de ces critères-là peuvent être remplis en live stream, pourquoi ne pas essayer? Mais il ne faut pas promettre que ce sera la même chose. Il faut axer sur le fait que c'est autre chose, mais c'est juste une expérience de plus. Et je pense, c'est ce que je disais dans l'article, que même quand les salles auront rouvert, vu tout ce qui se passe, les formats physiques et numériques vont coexister. Et on assistera même à des concerts où il y aura, je sais pas, 10, 20 personnes, pas VIP, mais en tout cas qui seront dans la salle, qui auront peut-être été tirées au sort, et d'autres personnes qui assisteront à l'événement en live stream. Donc, on va même aller vers des modèles un peu hybrides. Oui, oui. Mais il n'y a pas de raison en fait. On le fait bien sur des voitures, il n'y a pas de raison de faire ça sur du live. Après, c'est aussi, ça pose d'autres questions, et là, c'est plus des questions par rapport aux salles de spectacle, sur l'économie d'une salle de spectacle, et est-ce que ces salles-là vont pouvoir survivre à la crise, et comment elles utilisent des espaces qui sont pour l'instant soit fermés, soit extrêmement restreints. Voilà, mais voilà, il y a eu dans le passé des plateformes qui s'étaient spécialisées sur la captation de concerts. Voilà, est-ce qu'on parle d'une captation? Encore une fois, c'est là où on se rend compte que streaming live, c'est qu'on a pensé en fait concert en vidéo, en direct, mais parfois c'est de la captation vidéo qu'on retransmet. Donc il y a une espèce de ligne un peu floue. Il faut toujours bien savoir si on parle d'un concert en direct qui est streamé en live ou d'un programme vidéo d'un concert qui a été préparé, enregistré, monté, etc. et qu'on rediffuse. Et là encore, mais si on reste sur du live stream avec l'idée d'avoir du truc en direct, c'est sûr que tout ce qui relève de l'interaction avec les fans, de voir le public, de pouvoir faire des commentaires, d'être éventuellement dans du meet and greet virtuel, mais avant, il n'y a pas de raison que ça n'ait pas de sens. Parce que c'est aussi une opportunité pour les fans et pour les artistes d'ailleurs. Et il y a deux sites qui se sont pas mal développés. Alors, c'est pas forcément directement sur du live stream, mais toujours sur cette relation artiste-fan. Il y a OnlyFans et il y a Cameo. Et voilà, c'est des gens qui disent voilà, on fait du meet and greet, on fait une dédicace, on se rencontre, et c'est des choses qui partent beaucoup, beaucoup d'argent. Mais là, on retrouve, ça avantage les artistes très, très, très connus. On vient toujours sur la question de l'accessibilité et de ce qui fait la rareté de quelque chose et donc sa valeur. Donc je partirai sur ces pistes de réflexion-là quand les artistes se demandent quel format, quels outils, quel intérêt de faire un live stream, quelle fréquence aussi. Voilà, même si on peut, est-ce qu'on doit? C'est une vraie question. Qu'on soit hors ligne ou en ligne. Même si on peut faire des live streams illimités tous les jours, peut-être que non. Et ça, les ingrédients et la recette magique de la relation entre l'artiste et ses fans, les artistes la connaissent mieux que quiconque. Donc il est question de se faire un peu confiance, je pense. Oui, puis comme tu disais, de tester son audience, qui nous suit, tester tout ce qui est technique, tout ce qui est format. Et puis en fait, c'est comme des répétitions, des résidences dans une salle, c'est qu'on ne chope pas tout de suite le bon son sur scène et on ne chope pas tout de suite la bonne dynamique ou le bon son en live streaming. Et puis le soundcheck, enfin voilà, c'est ça. Hein. c'est
Voilà, alors après, c'est sûr que, bon, on a un petit peu parlé d'Instagram avec ce qui s'est passé aujourd'hui, mais euh, le format Instagram Live en soi, il n'est pas du tout propice à un live stream de concert tel qu'on l'imagine. Par contre, il a été extrêmement populaire pendant le confinement avec des battles, donc là notamment sur le R&B Mhm. et plutôt côté producteur en fait, donc des réalisateurs qui se faisaient des battles. Alors évidemment le setup c'était chacun dans son studio, home studio, avec ces trucs en disant voilà moi j'ai fait ce son là et ah ouais et moi j'ai fait ce hit là, etc. Et donc ça a énormément dopé les abonnés de ces artistes là sur les réseaux sociaux. Mais c'était une manière d'utiliser du live stream qui était, là encore, ça marchait parce que c'était genre de la battle, il y avait des caméras, enfin voilà, de personnes qui étaient connectées, et aussi parce que il y avait un côté comparatif, et c'était des personnes qui étaient, qui prenaient très rarement la parole, parce que c'est des réalisateurs, des producteurs. Donc eux, on les voit encore moins que les artistes sur scène. Tout le monde connaissait les tubes. Ah, moi j'ai fait ça, j'ai fait comme ci, moi j'ai et toi, oui, tu as fait ça, et moi j'ai fait ça, t'as vu. Et donc c'était un peu comme ça avait du succès aussi parce que les gens avaient l'impression de revivre les coulisses de la création, même si c'était genre 20 ans après. Donc Mhm. la valeur et la rareté, elle est là. Puis il y a aussi, tu parles des battles ou de voir un autre aspect de l'entourage de l'équipe d'un groupe ou d'un artiste. Il y a aussi des artistes qui, en live stream, ont créé du lien, pas forcément qu'avec de la musique, des fois avec de la musique et ensuite, je ne sais pas, mon humeur du jour, mon billet du jour ou répondre à 3 questions de ses fans. Il y a aussi des artistes qui ont proposé des cours aussi en live. Donc, on peut continuer à communiquer à son audience via des concerts, mais aussi via d'autres choses, si tant est qu'on a une audience qui nous suit et qui a envie de savoir ce qu'on a mangé le matin, ce qui n'est peut-être pas forcément le Justement, cas. c'est-à-dire que en soi, c'est pas grave s'ils veulent pas savoir et si l'artiste n'a pas envie de savoir ni de partager ce qu'ils ont mangé le matin. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a beaucoup parlé d'outils du live stream dans l'idée que les gens voudraient faire un concert Mm. classique, on va dire, ou physique, et pour faire face aux problèmes de fermeture des salles. Mais quel que soit l'outil et quel que soit le contexte de contact entre l'artiste et ses fans, on en revient toujours à la base, qui est Mhm. euh, quelle est la nature de la relation entre les artistes et leurs fans? Est-ce que c'est quelque chose de vertical? Est-ce que c'est quelque chose voilà, circulaire ou c'est du donnant-donnant? Et c'est la nature de cette relation-là qui fait que, au-delà juste de suivre à tel ou tel endroit, l'artiste va se dire, comme à des amis, en fait, comme à sa famille, comme des gens avec lesquels dont on se sent proche, on n'est pas obligé de rester sur le même format. On peut très bien dire, bon ben là, circonstance exceptionnelle, j'ai envie de changer, j'ai envie de partager ça, j'ai envie de partager voilà, l'impact du confinement sur ce qui se passe. Voilà. En fait, tant que les artistes prennent conscience que les fans ne sont ni dans leur tête, ni dans leur quotidien, et que la singularité de l'univers de l'artiste, au-delà de tout ce que voilà, ils ou elles font, c'est leur regard sur le monde, leur regard d'artiste sur le monde. Une fois que ça, c'est clair, les artistes, ils se rendent compte qu'ils ont juste à faire ce dont ils ont envie, tant que ça concerne surtout, pas le petit déjeuner, mais le processus créatif, parce que les gens ne comprennent pas forcément les décisions qu'ils ont prises, ils ne se rendent pas compte de toute la réflexion derrière tel ou tel choix artistique, musical, visuel, etc., de texte. Et c'est ça qui fait que là, sur le live stream, c'est intéressant. Mais d'une manière générale, l'alchimie, elle est là à partir du moment où l'artiste donne quelque chose auquel les fans n'ont pas accès souvent. Et parfois, c'est du concert, parfois, c'est de la battle entre deux personnes, parfois, c'est quelque chose qui n'a rien à voir, parfois, c'est je fais un don pour soutenir une cause et ça dit quelque chose de l'artiste. Et les gens, voilà, c'est une question de démarche aussi.
artistiques, humaines, des valeurs. Et quand on se rend compte de ça en tant qu'artiste, c'est extrêmement libérateur. Parce que les artistes, ça je le dis souvent en formation, quand ils comprennent ça et que je leur dis ça, ils se rendent compte qu'en fait, ils font ce qu'ils veulent. Et les choix qu'ils font ne sont pas dictés sur tout le monde fait ci, ou c'est l'endroit où il faut être, ou la plateforme, on en revient, va permettre magiquement, etc. ça. Mais c'est qu'est-ce qui a le plus de sens pour moi, de quoi j'ai envie, pourquoi, comment, et quel est l'outil parmi tous ceux qui existent qui va me permettre de le faire le plus facilement et à moindre coût possible. Donc c'est une inversion des choses en fait, mais pour les remettre à l'endroit. C'est-à-dire que c'est l'artiste qui décide et après les outils sont adaptés ou adaptables et non pas à l'artiste de devoir s'adapter en permanence aux outils qui ont configuré leur solution ou leur service en fonction d'un certain nombre de prérogatives. Mais voilà, c'est pas du tout la même chose. Alors, je crois qu'on a bien mis à l'envers et à l'endroit tout ça. À la base, donc on était parti, je rappelle pour celles et ceux qui écouteront cet enregistrement, on était parti sur une session Instagram Live, session pendant laquelle vous auriez pu poser vos questions à Émilie. Voilà, le Instagram Live, c'est pas une solution méga fiable en termes de connexion. Donc, on verra si on peut l'améliorer ou trouver une autre forme d'interaction. On va continuer à échanger de toute façon sur cette question parce que comme tu l'as bien dit, c'est pas terminé. Hein, on ne sait pas quand est-ce que les salles vont réouvrir, quand est-ce que les festivals vont pouvoir reprogrammer. On ne sait pas si les frontières vont... Enfin, bref, on ne va pas être des oiseaux de mauvais augure, mais on est vraiment dans l'incertitude. Mais je rappelle quelques liens ressources. Donc, déjà le site de New Agency, newagency.fr. Il y a aussi ton blog sur lequel il y a plein d'articles super intéressants. Donc, c'est ton prénom, ton nom, emiliegonneau.wordpress.com. Sur le site de la FCMA, donc fcma.ch, vous avez aussi tout un tas de fiches thématiques sur la structuration. Quelle est la base de la structure à accomplir pour un artiste? Est-ce que c'est le statut d'indépendant? Est-ce que c'est la structure associative, par exemple? À quoi il faut penser? La question des droits aussi, un peu le b.a.-ba. Vous avez aussi des fiches sur le financement de la musique. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site. On va aussi améliorer un peu ces fiches en fonction de l'actualité, rajouter des choses, notamment des petits extraits de notre entretien d'aujourd'hui. Et puis, le jeudi 9 juillet à 17h et sur Instagram, si ça fonctionne, on a un entretien avec notre collègue de Swiss Music Export à Zurich. Donc, pour parler de l'export, faire un peu un point des différents projets, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on va faire, et un point sur la situation internationale et le métier de l'export peut-être aussi. Et vous pourrez poser vos questions et à Jean et à moi sur qu'est-ce que ça implique en Suisse ou en Suisse romande d'exporter des artistes. Et puis, évidemment, on a créé, donc sur la page Instagram, vous pouvez quand même nous envoyer des questions. Vous pouvez nous contacter via notre adresse mail cma@fcma.ch si vous avez des questions suite à notre entretien ou sur d'autres thématiques. Et vous pouvez aussi utiliser le mur de l'événement Facebook que nous avions créé pour la discussion d'aujourd'hui. Donc voilà, vous avez plein de canaux de communication possibles, donc n'hésitez pas. Auquel cas, peut-être on fera revenir une fois Émilie en espérant que la connexion soit meilleure. Peut-être refaire un point, ça peut être intéressant de voir l'évolution puisqu'on voit que l'industrie musicale, ça a toujours été un secteur qui avançait vite, mais là, en quelques mois, toutes ces plateformes qui ont émergé, puis aussi toutes ces modalités, ça en donne le tournis des fois d'ailleurs. Il y a tellement de choix, casse un peu le choix parfois. Donc voilà, peut-être on refera des points et ça peut être intéressant de suivre ça ensemble, hein, si tu es d'accord. Et merci à toi pour ta disponibilité et pour les aléas du direct. Voilà, c'est là qu'on reconnaît les vrais professionnels qui ne lâchent pas. Alors à tout bientôt, Émilie. Et puis je rappelle newagency.fr. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Alban. Bye bye.